Les meurtres de Joseph Vacher, un des premiers tueurs en série français. C'est son histoire brutale qu'on va découvrir dans cette vidéo. Le Jack l'Éventreur français n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Bonjour et bienvenue dans l'antre de l'apprentiveur, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, nous allons retracer le parcours d'un des premiers tueurs en série recensés en France. Son nom est Joseph Vacher. Nous allons voir son mode opératoire, ses cibles de prédilection et examiner son caractère très jovial et bon enfant. Nous verrons aussi l'enquête qui a conduit à sa capture et comment il a pu être confondu. Enfin, nous parlerons aussi de l'inspiration que Vacher a pu avoir dans le monde du cinéma. Si vous aimez ce genre de récit et que vous aimez apprendre de nouvelles choses, eh bien n'hésitez pas à vous abonner car je publie du nouveau contenu toutes les semaines. Allez, sans plus attendre, on rejoint la fin du 19e siècle à la rencontre de celui qu'on appelle le tueur de berger ou l'éventreur du Sud-Est. Joseph Vacher est né le 16 novembre 1869 à Beaufort dans l'Isère. Il est l'avant-dernier né d'une famille nombreuse. Oui, il a 15 frères et sœurs. Ils ont bien contribué au peuplement de la France, les parents, hein. C'est une famille de cultivateurs. Et notre Joseph est élevé dans une atmosphère de mysticisme et de superstition. Tout ça est alimenté par sa mère, Marie-Rose, de 15 ans plus jeune que son mari Pierre. C'est une vraie grenouille de bénitier, qui en plus est en proie à des hallucinations. Très mystique. Il a un frère jumeau, Eugène, mais qui meurt à l'âge de 8 ans, étouffé par une boule de pain qu'un de ses frères avait déposée sur lui. Grand distrait, là. Déjà tout enfant, notre bon Joseph se montre très violent, cruel, il aime bien torturer les animaux, et particulièrement sournois. Il pète même assez souvent les plombs, et n'hésite pas à casser tout ce qui est autour de lui, mais aussi à frapper ses frères et sœurs, même les plus âgés que lui, et ses camarades de classe. Bon, certains appelleraient ça aujourd'hui AHP parce qu'un sale gosse, ça ne se dit pas. À la mort de sa mère, il va commencer à travailler, il a alors 14 ans, et sera déjà soupçonné du meurtre et du viol d'un jeune garçon de 10 ans, ainsi que de 3 ou 4 autres crimes qui ne seront jamais élucidés. Mais ça, seulement 10 ans plus tard, justice est un peu lente parfois. Puis à 16 ans, notre sympathique gaillard postule chez les frères maristes. C'est un groupe de simili-curés qui enseignent le droit pontifical. Il reste 2 ans, mais renvoyé pour indiscipline et immoralité. Il aurait eu des attouchements sur ses condisciples, sûrement une grande marque d'amitié. Il retourne alors à Beaufort pour y travailler dans les champs, mais il ne restera pas là longtemps non plus, car il aurait tenté d'abuser d'un jeune valet de ferme de 12 ans. Il se barre alors à Grenoble pour retrouver une de ses sœurs qui est prostituée. Ouais, quelle famille, ouais. Et sa sœur, on la surnomme Kilomètre, à cause de sa grande aptitude à arpenter longuement les trottoirs. Là, il travaille dans une brasserie et fréquente des prostituées, ce qui lui vaudra une belle maladie vénérienne et qui conduira à l'ablation d'une partie de testicule, ce qui le traumatisera assez fort. En 1890, il entre au service militaire. Et là, il va subir des brimades et des bizutages de la part de ses camarades plus anciens, ce qui ne va absolument pas améliorer sa charmante humeur. Et bien que sortant 4e de sa promo, il se verra refuser le grade de caporal pour inaptitude au commandement. Et ça va pas le rendre très joyeux non plus. Et pour protester, il tente de se couper la gorge. Bon, ça ne marche pas. Et le colonel qui vient l'évaluer mentalement à l'infirmerie, ben lui, il trouve qu'il est apte et il lui accorde le grade de caporal. Et en effet, Vacher se montrera pas mauvais, même s'il est assez autoritaire. Il finira même sergent. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre une jeune cantinière du nom de Louise Baron. Il lui fait une demande en mariage, tout gentil qu'il est. Mais elle refuse parce qu'elle est amoureuse d'un autre. Ça, c'est pas difficile. Alors, comme il est assez vexé, il lui tire 3 balles dessus. Et, tant qu'à faire, lui aussi, tente de se suicider en se tirant 2 balles. Mais ils survivent tous les deux. Vacher a pris une balle dans l'oreille. Bon, il y avait déjà un trou là, mais c'est pas le même. Et devient sourd du côté droit. Il prend aussi une autre balle, juste dans le cou, qui provoque une
paralysie faciale du côté droit. Et également un œil droit plus grand que l'autre et continuellement injecté de sang. Donc un look particulièrement séduisant. En plus, son oreille suppure en permanence et Vacher gardera donc presque toujours la tête couverte. À ce moment-là, jugé irresponsable et psychiquement atteint, ben tiens, parce qu'en plus il souffre d'hallucinations et de crises de paranoïa, il sera viré de l'armée. Et là, il va passer d'asile psychiatrique en asile psychiatrique, tout ça entrecoupé de quelques petites évasions. Et enfin, le 1er avril 1894, 194, il est déclaré totalement guéri. Oui, un 1er avril, c'est bien. Et à partir de là, et durant 300, et il va se balader un peu partout en France, et il aurait commis des meurtres au gré de ses pérégrinations à travers le pays. 19 mai 1894, soit 49 jours seulement après sa sortie de l'asile, il est à Beaurepaire, en Isère, où il assassine et mutile Eugénie Delhomme, âgée de 21 ans. Le 20 novembre, à Vidauban, dans le Var, il égorge et mutile Louise Marcel, âgée de 13 ans. À Étaules, en Côte d'Or, le 12 mai 1895, il égorge Augustine Montureux, qui elle est âgée de 17 ans. Et la même année, le 24 août, il aurait égorgé et violé une femme de 58 ans à Saint-Ours, en Savoie. On découvrira également, le 31 août 1895, le corps horriblement mutilé de Victor Portalier, un jeune berger de 15 ans. Et là, je vous épargne les détails sur l'état du cadavre, mais c'est digne de Jack l'Éventreur. Des témoins signaleront bien avoir vu un vagabond. Et ce vagabond avait une cicatrice ou une rougeur sur l'œil droit. Il portait un sac et un bâton. Mais il semblerait qu'il se soit volatilisé et l'affaire demeurera en suspens. Son mode opératoire est toujours le même. Il cherche des jeunes filles ou des jeunes garçons particulièrement isolés. Donc c'est souvent des bergers ou des bergères qui gardent leur troupeau totalement tout seuls. Ils se jettent dessus pour les étrangler et puis les égorgent avec leur rasoir qu'ils portent toujours sur lui. Il s'adonne alors à une dissection sauvage en s'attardant sur les attributs propres à chaque sexe. Bon, les seins et le petit zizi, quoi. Et parfois, quand il a le temps, à une petite éventration parce que c'est drôle. Et il termine aussi très souvent par un viol sur ce qui reste de la victime. Ainsi, on a été jusqu'à le suspecter de 31 viols, souvent post-mortem, ceux-ci toujours exécutés avec une grande violence et avec une prédilection pour les jeunes gens de 13-14 ans. Finalement, le 4 août 1897, il est arrêté pour attentat à la pudeur et condamné à 3 mois de prison. Mais le juge d'instruction, Émile Fourquet, qui a pris ses fonctions dans l'Ain en avril 1897, est prévenu que le physique de Vacher correspond pas mal au suspect dans le meurtre du jeune Portalier. En effet, Fourquet, qui a pris ses fonctions 2 mois plus tôt, il a pris le temps de consulter les dossiers de ses prédécesseurs, le gars. Et il a lu le rapport concernant Portalier, ce fameux jeune homme qui a été atrocement mutilé 2 ans plus tôt. Il commence à se renseigner, le gars. Il fait des recoupements, demande des renseignements à d'autres départements, et finalement, Fourquet apparaît en fait un des premiers profilers français. Consciencieusement, il épluche chacun des dossiers et initie cette méthode d'analyse comportementale qui, un siècle plus tard, sera adoptée par le FBI sous le nom de profilage criminel. Il dresse 2 tableaux comparatifs. Sur le premier, il liste le nombre et l'emplacement des blessures, la position du corps, l'arme probable utilisée et détermine ce qu'on appelle aujourd'hui le mode opératoire. Sur le second tableau, il compare scène par scène les dépositions des témoins et souligne les points communs pour arriver à un signalement particulièrement précis de l'assassin. Et ce signalement, il va l'envoyer à 250 juges d'instruction partout en France. Et il s'agit là d'un procédé totalement inédit. En effet, à la fin du 19e siècle, la police nationale n'existe pas. Les enquêtes et les instructions restent cantonnées à l'échelle des départements. Et un criminel qui quitte le territoire après son forfait a beaucoup de chances de passer à travers les mailles du filet. Il faudra attendre 1907 et les brigades de police mobile instituées par Clémenceau, les fameuses brigades du Tigre, pour que la police commence à mener des enquêtes à l'échelon national. Alors, quand il apprend l'arrestation de Vacher, Fourquet reconnaît de suite le type qu'il recherche. Il correspond en tout point au portrait qu'il a dressé. Est-ce que Fourquet
gars sont Jack l'éventreur français, et en rapport à celui qui a sévi à Londres à peine 9 ans plus tôt. Il interroge Vacher à de nombreuses reprises. Et comme il n'avoue rien, Fourquet va tenter un gros coup de bluff. Il fait croire à Vacher qu'il écrit un livre sur les vagabonds, ce qu'on appelle les cheminots à l'époque. Ça n'a rien à voir avec les travailleurs du chemin de fer, hein. C'est ceux qui vont le long du chemin, cheminots. Et c'est vrai qu'il écrit un bouquin là-dessus, mais sur les vagabonds criminels. Et ça ne le dit pas à Vacher. Alors il simule la fin de l'interrogatoire et il oriente sa conversation sur la vie de cheminot. Il prétend que cette vie le fascine. Alors, tout heureux de se confier, Vacher commence à parler de son périple au long cours. Fourquet va alors pouvoir relier les déplacements de Vacher à des crimes présentant certaines similitudes et au moment auquel Vacher était présent dans la zone où les crimes ont été commis. Vacher vient, sans le savoir, de se trahir. Finalement, Vacher avouera 11 meurtres sur la cinquantaine dont il est soupçonné. Il essaiera bien de se justifier en disant qu'il a agi dans un moment de rage, suite à la morsure d'un chien errant pendant son enfance et qui lui a pourri le sang. C'est moyen comme justification. Son procès s'ouvre le 26 octobre 1898. Il dure 3 jours, pendant lesquels l'accusé va se comporter de manière excentrique, en portant un panneau autour du cou, sur lequel il est écrit « J'ai une balle dans la tête » et en hurlant des « Vive Jésus, vive Jeanne d'Arc ». On ne saura pas vraiment si c'est un vrai délire ou une manière d'amadouer le jury pour se faire passer pour fou. En effet, à cette époque, il y a un lourd débat sur la responsabilité de Vacher, car selon le code pénal de l'époque, il n'y a pas crime lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action. Ça existe toujours encore un peu aujourd'hui, hein, ce principe de démence au moment de l'action. Plusieurs médecins seront alors mandatés pour déterminer l'état de santé mentale de Vacher. Et plusieurs accorderont que, vu son état, sa responsabilité est largement diminuée. Mais le docteur Lacassagne, professeur de médecine légale à l'université de Lyon, fera une grande démonstration, soulignant en plus l'atrocité des crimes commis que l'état de santé mentale de Vacher. Il conclura que Vacher n'est pas aliéné et est totalement responsable de ses actes. Et c'est ce que veut Fourquet, car il est un peu arriviste, le gars. Et un non-lieu pour cause de folie serait désastreux pour sa carrière. Surtout que la presse s'est emparée de l'affaire et la foule réclame justice. Alors Fourquet va délibérément écarter les rapports qui présentent Vacher pour fou pour ne garder que celui de Lacassagne. Et comme Lacassagne est un expert reconnu en criminologie, finalement, le 18 octobre 1898, après un bon quart d'heure de délibération, Vacher est condamné à mort, mais pour le seul meurtre de Victor Portalier. Ben oui, il n'y a que celui-là qui a marché. Il est guillotiné le 31 décembre, sous le regard de plus de 2000 personnes qui sont venues malgré le froid du jour de réveillon. Ça va pas comme apéro de la Saint-Sylvestre, hein? Mais finalement, les experts continueront à se disputer sur la responsabilité pénale de Vacher et le juge Fourquet n'en retirera pas la gloire tant espérée et aura une carrière somme doute très modeste. Alors, après l'exécution, le corps fut autopsié, bien sûr, pour savoir si on trouvait quelque chose de spécial qui aurait pu justifier ces crimes. La phrénologie est à la mode, hein, à cette époque-là. La phrénologie, j'en ai déjà parlé dans l'affaire de Martin Dumollard. Ici, c'est la science qui prétendait qu'on pouvait déterminer la personnalité de quelqu'un en fonction des bottes qu'on a sur le crâne. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « post-démarque ». Il semblerait également que César et Lombroso, qui ne le connaissent, aient reçu aussi une partie du cerveau. Et bien sûr conclu à un criminel né à tendance épileptique. Quand on connaît Lombroso, il était partisan du fait qu'on naissait criminel et que la criminalité ne s'apprenait pas au cours de la vie, on naissait comme ça. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, la seule conclusion qui sortit de l'autopsie, c'est que Vacher avait des mollets particulièrement bien costauds. Avec tous les kilomètres qu'il a fait, c'est étonnant, tiens ça. Et les pieds plats, ils ont sans doute été usés au cours de ses voyages. Sinon, bof, rien. Enfin, le film de Bertrand Tavernier, sorti en 1976, Le juge et l'assassin, raconte l'histoire de Joseph Vacher et notamment les relations qu'il a avec le juge Fourquet. Le rôle de Joseph Vacher, qui s'appelle ici Émile Bouvier, est tenu par Michel Galabru, qui recevra d'ailleurs le César du meilleur acteur pour ce rôle. Celui du juge Fourquet, ici le juge Rousseau, sera tenu par Philippe Noiret, et celui du professeur
la Cassagne, le professeur de Gueldre dans le film, est tenu par Yves Robert. Donc, si vous avez envie de regarder quelque chose qui change un peu ce soir, Le Juge et l'Assassin. Voilà, ainsi se termine l'histoire de Joseph Vachet, un des premiers tueurs en série français. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont faits pour ça, et j'y réponds le plus vite possible. Et enfin, pensez à vous abonner, car je publie de nouvelles informations toutes les semaines. Au revoir, à bientôt, ciao!